Les débats, les médias avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi et nous allons commenter l'actualité. Si je retrouve mes feuilles, et je les ai, j'ai un peu de bazar, mais je les connais tous évidemment. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Patricia Balme, vous êtes communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Bonjour. Mathieu Schenk, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur du site Délit d'Opinion. Votre dernier livre, La Fabrique des solitaires, est paru aux éditions de l'Aube. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Et elle est bien sans dessus-dessous, la France aujourd'hui. On va revenir sur le programme de la NUPS avec le coup de gueule de Patricia, mais qui nous permet d'en parler. Emmanuel Macron qui hier, devant cet avion en départ, tout moteur allumé, vous nous direz oui, voilà. C'est vrai que ça a beaucoup fait réagir cette mise en scène, et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Les tenues islamiques à l'école, Pape Ndiaye a réagi. Et puis, si on a le temps, des quotas de touristes en Corse pour préserver l'environnement. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Alexis. C'est un sujet d'actualité. Oui, alors c'est un sujet extrêmement d'actualité. On apprend via la Nouvelle République que dans les Deux-Sèvres, un enfant de 4 ans qui s'était fait blesser par une tondeuse avec le pied déchiqueté a attendu 8 heures avant de trouver un hôpital qui a pu le prendre. Alors la maman a alerté la presse, les pompiers, le SAMU ont été là tout de suite, ils ont fait un travail phénoménal, mais quand il a été question de trouver un hôpital, eh bien il a fallu appeler à la fois Angers, Tours, Poitiers, Nantes et même Necker à Paris pour avoir éventuellement un hélicoptère qui aurait emmené l'enfant à Necker. Il n'en a été rien, finalement ils ont trouvé à Nantes. C'est les urgences, non pas pédiatriques, mais adultes, qui ont décommandé des opérations pour prendre l'enfant. Ça dit qu'il n'y a plus d'urgence pédiatrique, il n'y a plus de staff, c'est fermé. On sait que cet été, ça va être une catastrophe. La vague de canicule, j'imagine que pour les personnes âgées, ça risque aussi d'être assez grave. Mais quand il en est de la santé des enfants, voilà le pays dans lequel on vit. Je crois que c'est le cas calamiteux. À Necker aujourd'hui aussi. À Necker aujourd'hui. Enfin, je veux dire que l'état de l'hôpital, il est là, et même les urgences qui n'ont fait qu'alerter pendant des années, il n'y a pas eu de réponse à la hauteur du problème. Alors, et c'est un problème de société, parce que là, il en va de la vie des personnes. Oui, j'ai une question, parce que ce constat, on l'a tous. Il y a un journaliste, Jean-Sébastien Ferjou, enfant se déshydratant à 2 ans, qui a passé la nuit. Alors, on essayait de lui faire du goutte à goutte. Il n'y avait pas de pédiatre, il n'y avait personne pendant le week-end, tout le week-end. Mais au-delà de ce constat qui est évident et terrible, très sincèrement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Je suis président de la République ou je suis ministre de la Santé. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement aujourd'hui ? Vous verrez demain dans Paris Match apparaître, il y a un article sur les intermittents de la santé, où on est arrivé à une situation totalement ubuesque mise en place. On paye très cher. On paye très cher des gens. Il y a des gens qui bossent 3 fois moins, qui n'ont pas les contraintes de ceux qui sont permanents. Et donc, c'est l'hôpital qui a mis ça en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés 3 000, 4 000 euros. Oui, mais c'est mieux que rien. Moi, je préfère mais il faut remettre le système à plat aussi. Mais ça va prendre du temps. Le problème, c'est qu'il y a eu un Ségur de la santé, il y a eu des rapports de la commission sociale du Sénat, il y a eu les urgentistes qui ont tiré la CDC. Non, mais ce que je veux dire, c'est que fait Macron ? Il demande un rapport flash sur la situation des urgences. On va peut-être arrêter avec les rapports qui s'empilent et qui ne servent à rien. Donc maintenant, il faut revaloriser les salaires, on le sait, un grand plan de recrutement, lutter contre les déserts médicaux. Mais ça va prendre du temps, parce qu'il faut former les médecins. Je serais ministre de la Santé, je prendrais les choses en main à la seconde. Là, on a un plan à 5 ans pour dire... quelque chose à faire. Mais c'est vrai. Réintégrer les soignants déjà qui ont été virés avec le pass. Pourquoi c'est compliqué ? C'est parce que c'est un sujet, ce qu'on appelle, qui est holistique. Ça veut dire, vous avez à la fois raison sur le Ségur de la santé qui était insuffisant. Il faut revaloriser les salaires, mais c'est aussi une question de sens. Il y a des gens qui vous disent, au fait, les médecins, les aides-soignants, au bout de 10 ans, 5-10 ans, ils sont épuisés, ils veulent passer à autre chose. Et en fait, ça correspond à quoi ? Ça correspond aussi à des cycles normaux. Ça veut dire que ce que vous constatez dans le privé avec des gens qui font des reconversions, on le retrouve dans le système de la santé. C'est des choses qui n'ont pas été appréhendées. Et ensuite, il y a aussi une articulation à trouver entre le système public et le système privé. Est-ce que au milieu des années 2000, je crois qu'il n'y a plus d'astreinte obligatoire, notamment dans la médecine privée. Je sais que les médecins sont vent debout contre la réintroduction d'un système d'astreinte, notamment le soir et le week-end. Ça répond complètement à ce que vous disiez sur des pédiatres qui ne sont pas disponibles. Donc s'il y a une mise à plat du système, ça veut dire que c'est l'ensemble des acteurs et c'est aussi les patients eux-mêmes. C'est-à-dire, je crois qu'il y a en toile de fond le nombre de personnes en urgence qui sont dans les urgences.
d'urgence. Non, mais regardez cet exemple. Il n'y a pas de la médecine de ville non plus, n'est pas adaptée. C'est qu'il y a un manque. Et puis, il y a eu la fermeture de lits, il y a eu la fermeture d'établissements. Enfin, on a fermé un tiers de maternité alors que le taux de natalité elle-même. L'hôpital de Flux a été vendu par les cabinets de conseil pendant des années. On vous renvoie le plus vite possible à la maison pour éviter d'avoir des lits, éviter d'avoir des coûts. Donc, la SAP du service public, elle a été organisée sciemment pour de l'argent. Il faut rappeler quand même que ce problème ne date pas d'hier. C'est ça, oui. Voilà. Et moi, je me souviens d'avoir amené mon fils il y a 20 ans à Necker aux urgences pour un bras cassé. Il n'y avait pas d'attelle pour le bras, mais on lui a mis une attelle pour la jambe. Et après avoir attendu 5 heures, nous sommes partis dans une clinique privée. Donc voilà. Donc le système. Non, mais ça existe depuis. C'est le système qui dysfonctionne depuis 30 ans. Exactement. 30 voire mais 40 du coup, ans. je pense qu'il faut faire ce qu'avait dit Richard Ferrand, c'est pour aider le système, ne surtout pas tomber malade, surtout cet été. Évitez de tomber malade, les Français. Alors, faites attention. Évitez d'aller aux urgences. On va y revenir. C'est l'heure du journal. Tout de suite. Alors, on continue à parler de l'hôpital, mais qui est un sujet important, évidemment. On est ensemble donc jusqu'à midi avec Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins dans le Grand Matin Sud Radio. Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Mathieu Schenk, directeur associé de la BVA Nudge Unit et cofondateur du site Délit d'Opinion. Et je rappelle votre livre La Fabrique des Solitaires aux éditions de l'Aube. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. On va revenir sur cette intervention du président de la République hier devant son avion vrombissant pour dire que pas une seule voix ne devait manquer à la République. On va parler des tenues islamiques à l'école, du programme de la NUPS. Bref, beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Vous vouliez dire un mot encore sur l'hôpital? Que faire? Effectivement, on a des exemples, mais ça fait comme le disait Patricia Balme, des années que ça dure, ce dysfonctionnement. Donc en urgence, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, les gens ne veulent plus venir, les lits sont fermés. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, 50% des lits d'AVC sont fermés. Bichat, centre de référence de l'AVC, il y a 4 lits d'ouverts. Il n'y a plus d'infirmières. C'est pas une question de lit d'ailleurs, c'est une question de personnel. C'est-à-dire qu'y compris en ville, y compris dans la capitale comme Paris, c'est un problème. Le désert médical, il est partout. Et parfois, ça peut même être mieux en province parce que les infirmières sont mieux payées. Enfin, pas mieux payées, mais que le logement leur coûte moins cher. Donc beaucoup partent en province. Et puis il y a une double peine, c'est-à-dire que comme il y a un nombre de burn-out qui, je crois, frôle les 30 à 40%, ça veut dire que les conditions de travail sont déjà épouvantables pour les aides-soignantes, pour les infirmières, pour les médecins, mais sachant en plus que se rajoute à ça des collègues qui font défaut, ils se retrouvent avec une charge du boulot qui crée un cercle vicieux, ou eux-mêmes tombent en burn-out. Mathieu, votre coup de gueule, ils sont un peu sur le même sujet, je suis désolé, je vais aussi plomber l'ambiance. Un rapport qui est sorti il y a quelques jours, qui a été repris par Le Monde, d'une association qui s'appelle Nightline, qui fait un état assez précis de l'état psychologique de la jeunesse et qui constate post-Covid une situation sanitaire très préoccupante. Nightline, par exemple. C'est dommage que ce n'est pas un nom français quand même. Bah oui. Franchement. 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Nightline, mais c'est une association qui opère en France. Oui, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Nightline, ça veut dire la ligne de la nuit. D'accord. Donc, en fait, c'est le SOS Amitié pour les publics les plus jeunes. Et ils constatent une augmentation depuis un an de plus de 70% de gens, de jeunes qui appellent, une augmentation très forte de cas, notamment de personnes qui sont en situation de TS, exactement, de tentative de suicide. Et l'Institut évoque plusieurs causes. Il y a d'abord l'éco-anxiété qui revient très fréquemment, avec pour les jeunes le sentiment en fait que l'avenir est noirci, ce qui est terrible, à un âge où il ne devrait pas y avoir de frontières mentales dans les possibilités. C'est une jeunesse qui se sent profondément inutile. Et puis il y a un deuxième phénomène qui a joué, qui est une bombe à retardement, qui a été évoqué il y a 2 ans, mais qui est repris aujourd'hui, c'est que le Covid, le confinement, il a laissé toute une partie de la jeunesse encore en état de confinement et d'immense fragilité. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est le moment exactement où on est là pour se construire des amitiés, et que lorsque ces amitiés font défaut, ce sont des choses qu'on aurait du mal à récupérer ensuite. Dernier élément, et j'y reviendrai, je pense que c'est essentiel, l'impact du digital et des réseaux sociaux sur la jeunesse. Souvenons-nous de Frances Haugen, il y a quelques mois, qui a fait une tournée européenne. C'est une ancienne de Meta, de Facebook, et qui explique à quel point les jeunes et les jeunes filles notamment qui étaient exposées sur Instagram
on constatait chez elle une dépréciation et une perte d'estime en elle qui était majeure. On a une bombe à retardement. Je pense qu'il est temps de mettre en place des systèmes plus coercitifs, notamment pour les plus jeunes, entre 6 ans, 8 ans, 10 ans. On ne doit pas avoir accès à ces réseaux sociaux-là qui déforment, qui créent des prismes déformants de la réalité. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est aujourd'hui. Un mauvais exemple, ils sont à table avec leur portable. Tout le monde est accro. On a posé la question, nous, hier, dans l'émission Média, êtes-vous accro aux écrans? Et la majorité répondait oui. C'est-à-dire qu'on a même conscience mais pourquoi on est accro? Le terme, il est très, très juste. Pourquoi? C'est parce que ce sont des biais cognitifs qui ont été mis dans les réseaux sociaux et qui vont activer de la dépendance et de la dopamine. Lorsqu'on vous met des petits likes comme ça va générer de la dopamine. Donc vous allez revenir. Lorsqu'on va couper les biais de décision, les moments de décision où vous allez scroller en continu, vous allez voir sur la page et vous allez descendre, ça veut dire que on vous maintient dans une bulle pour vous éviter de quitter, de vous poser la question, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ça explique qu'il y ait 2 heures qui soient passées chaque jour sur les réseaux sociaux, 2 heures par jour en moyenne. Le problème est paradoxal, en fait. Quand les portables sont arrivés, ça a arrangé beaucoup les parents de donner des portables à leurs enfants pour les localiser, pour savoir où ils étaient et pour être rassurés. En même temps, il y a le problème effectivement des réseaux sociaux où les enfants passent des jours et des jours sur les réseaux sociaux. Donc c'est très difficile à contrôler. Je pense que les parents doivent éduquer leurs enfants par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi quand l'enfant entre à la maison et qu'ils sont sécurisés, on leur prend leur portable, ils font leurs devoirs et le soir, c'est terminé. Et le lendemain matin, ils repartent à l'école, on leur redonne leur portable. Mais c'est compliqué, on parle de drogue. C'est exactement ça. C'est une addiction. D'ailleurs, posons-nous la question. Moi, je suis totalement drogué à Twitter, aux réseaux sociaux. À Twitter, oui. Mais on a des addictions et ça a été conçu pour ça. Donc c'est ça dont il faut prendre conscience. Une petite chose là-dessus, il y a quand même à laisser aller sur l'éducation qui est générale. Les parents considèrent finalement, c'est une mentalité que c'est quand même l'État qui doit tout faire. Là, c'est l'État qui s'occupe de ma bouteille d'eau, parce que il va faire chaud et je pense qu'il faut ce qu'il faut. Je pense que les parents veulent que l'école éduque, etc. L'école a peur des parents, ne fait rien. Il y a des écoles privées, alors même chose. Les privés, pas question d'avoir un portable en classe. Ils sont tous déposés dans un panier. On va en reparler avec les tenues. On va en reparler avec les tenues. Les parents, on en connaît beaucoup. À 8h du soir, c'est dans le panier et c'est fermé à clé. Les enfants, c'est pas toujours si simple que ça. Franchement, pour l'avoir vécu, on peut pas les laisser. Mais la société aujourd'hui est plus forte que les parents, c'est-à-dire le pouvoir de la société. Non, je ne suis pas d'accord. L'éducation, l'autorité. Oui, l'autorité. Et en fait, et pour revenir simplement, rapidement, parce que je voudrais qu'on passe un mot sur le psychisme des enfants et la dépression qui est terrible et réelle. Il faut savoir que c'est pas une période très heureuse. Il y a Céline a quand même dit, je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Et c'est exact. C'est une période fragile. On croit que c'est l'âge, on s'amuse, ils sont super. Non, c'est un âge d'angoisse. Et même hors notre époque, ça a toujours une période difficile où on se cherche, etc. Et donc on a en plus des problèmes sociétaux, les mômes qui veulent changer de sexe, etc. Enfin, notre génération, quand elle avait 20 ans, il y avait des perspectives d'avenir. Ce qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui font que il y a cette dépression. Je ne me rends pas compte. Beaucoup plus compliqué. Alors, on a de l'avenir aujourd'hui. Moi, je voudrais avant de vous donner la parole, Sophie, faire une sorte de mea culpa sur cet emballement médiatique et politique autour de ce couple de propriétaires où on a pris évidemment la défense de ce jeune couple malheureux qui voyait sa maison squattée. Or, l'histoire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Tout le monde a foncé dans le ministre de l'Intérieur le premier, qui a tweeté tout de suite après. Il a même été question qu'ils se rendent sur place. Et en fait, ces gens ont acheté cette maison en connaissance de cause, sachant que la maison était squattée. On produit des fausses clés pour dire ils ont changé les serrures. Ce sont des gens qui ils sont mis en examen pour trafic de drogue, rébellion. Enfin, il y a plusieurs chefs. Les réseaux sociaux. Non. voilà. Non.
certains, ils ont été reçus chez Cyril Hanouna. Voilà, ils ont été reçus chez Cyril Hanouna. Cyril Hanouna lui, les a reçus en les mettant devant leur contradiction. Le Parisien n'a fait aucun rectificatif à ma connaissance. Leur vidéo, c'est tout, en disant qu'ils avaient été trompés. C'est un travail de journaliste aussi. Et on est responsable. Il n'était pas squatté ou il était squatté? Il était squatté, sauf qu'ils le savaient. C'est-à-dire qu'ils ont payé cette maison moins cher. Ils ont acheté 2 fois moins cher, à 140 000 €, un bien qui en valait 240 000, pas tout à fait 2 fois moins cher, en sachant donc il n'y a pas eu de remise de clé chez le notaire. Je les trouve particulièrement intelligents. Ils ont compris la société du spectacle. Ils ont compris la société du spectacle. La société du show. Et voilà, donc de la difficulté de commenter des affaires, d'être journaliste, de commenter à chaud. Qui a dit quoi, la jeune fille au président de la République, le drame qu'on a fait, la jeune fille de 14 ans qui dit pourquoi vous nommez ministre des gens qui sont accusés d'eux? Il n'aurait pas répondu. Mais en fait, elle aurait dit moi-même j'ai été agressée, j'ai pas osé porter plainte. Et les gendarmes sont arrivés dans l'école le lendemain. Que n'avaient-ils pas fait? C'est pas très malin non plus. C'était pas super bien. C'est stupide, mais ça peut pas être le président de la République qui ait demandé ça. Non, c'est le préfet. Le préfet. Le préfet nommé par le président. Alors maintenant, la question est est-ce que les gendarmes sont arrivés en disant c'est une mineure qui n'a pas pu porter plainte? Oui, mais enfin, tu fais pas ça à l'école. C'est stupide. Voilà. Mais sur la question du couple de squatteurs, tout le problème vient d'un travail journalistique qui n'a pas été fait. Absolument. Enfin, ce qu'on apprend en école, c'est de vérifier les sources. Bien sûr. Et si la source c'est un couple de mythomanes, il faut surtout vérifier doublement la source. Et là, ça n'a pas été fait. Et la petite aussi, je veux dire. Et le ministre de l'Intérieur aussi, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il ne après que lui, il fait confiance aux Parisiens, pensant que c'est une information vérifiée. Moi, je trouve que le ministre de l'Intérieur devrait supprimer son compte Après, en termes de mytho, Gérald Darmanin, il est bien placé. 30 000, 40 000 supporters anglais, on les attend toujours. Alors, moi, je pose une question. Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit avoir un compte Twitter? Moi, non. Tous les ministres en ont. Tous les politiques en ont. Écoutez, il y a un moment, on n'a pas. La preuve, c'est que ça fait à chaque fois des mauvais résultats. Bon, votre coup de cœur, Sophie? Mon coup de cœur, il est dans Causeur, le journal d'Elisabeth Lévy. Et tenez-vous bien, mon article, ça m'a fait du bien, c'est j'aime les flics. Voilà. Et j'aime les flics, mieux j'aime les gendarmes. Normal, je suis réserviste. C'est quoi en réaction à Jean-Luc Mélenchon? C'est entre autres en réaction à Jean-Luc Mélenchon et en réaction à beaucoup de gens qui le soutiennent justement à cause de cette détestation de la police. Je pense que aujourd'hui notre police, alors moi je pense que la police, la République c'est elle, les gendarmes aussi, qu'ils aient de temps en temps le gaz lacrymogène un peu facile, on peut l'imaginer. Ce sont des gens qui sont menacés, qui n'arrivent plus à pénétrer dans certains quartiers, qu'on accuse sur n'importe quoi, il n'y a plus de légitime défense. Pour eux ils sont... Et maintenant les victimes c'est d'abord les malfrats. Sophie, il faut rappeler quand même que la police, les gendarmes, ce sont les représentants de l'État. Bien sûr. Voilà, et de la loi. Et de la loi. Et donc, je ne pas être d'accord avec ça. dis que toucher à un flic devrait être puni beaucoup plus sévèrement et immédiatement. Là encore, c'est la représentation de l'État. C'est chacun d'entre nous qui est représenté par les policiers. Je vous dis juste ce que j'ai dit quand même, qu'il faut la respecter, qu'il faut apprendre aux enfants à respecter les uniformes, qu'on doit être beaucoup plus sévère pour ce respect de l'autorité, que tout va avec. Les jeunes, les manifs, la violence qui augmente de 40%. Et donc... Quand on dit j'aime les flics et j'aime les gendarmes, on est facho. Je ne suis pas facho. Alors on revient, on a une petite pause de pub. Je pense que Alexis, tout le monde veut réagir. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. On va revenir sur l'allocution du président de la République devant son avion en partance pour la Roumanie. Et puis on reviendra sur les tenues islamiques qui sont apparemment très à la mode. Peut-on parler de mode? On y reviendra. Vous vouliez réagir, Mathieu Cheng, à ce que disait Sophie de Menton. J'aime la police. Un article en fait, les Français aiment la police aussi. Les chiffres de soutien à la police sont très élevés. Alors, ils ont un tout petit peu baissé en 2020. Et après la crise des Gilets jaunes, où il y a eu une baisse du soutien, mais très majoritairement la police, alors la gendarmerie et surtout l'armée sont soutenus majoritairement par les Français qui voient une protection pour leurs droits fondamentaux. Et en revanche, qu'on constate depuis quelques années, c'est une baisse du soutien envers une autre institution, la justice. En fait, on a vu pendant la campagne présidentielle qu'il y avait un hiatus qui est en train de se créer entre police et justice.
Et c'est exactement ce qui est repéré par nos compatriotes qui voient dans la justice le maillon faible qui n'est plus en capacité de les soutenir. Pardonnez-moi, mais les médias ne reflètent plus dans ces cas-là absolument ce que pensent les Français. Les médias attaquent la police, mais non-stop. On voit des images de policiers. Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'influer les gens. Alexis, en général, n'est pas du même avis que vous sur ce sujet. Moi, je pense qu'il y a le respect de l'uniforme, c'est une chose, mais il doit être aussi respecté par ceux qui le portent. Et il y a eu des dérives. Quand on a parlé de violences policières, il y en a eu. Et il y a une enquête dans l'IB ce matin sur la fusillade du Pont-Neuf. On apprend que le policier mis en cause a tiré plus de 9 balles. Il a failli blesser ses collègues et il a touché dans le dos la victime de 2 balles. Donc il y a problème de formation, il y a un problème de respect, vous le disiez, mais d'ensauvagement, hein, c'est un terme que les gens n'aiment pas, alors on n'a pas le droit de le dire, mais regardez la violence endémique de la société, le nombre d'attaques au couteau, pour le dire pudiquement, depuis le début de l'année, je le disais sur cette antenne, 14 égorgements quand même depuis le début de l'année. Les policiers. Au-delà de désormais les policiers, c'est-à-dire que c'est une profession nécessaire, dont la majeure partie, et heureusement, font un travail exemplaire et ô combien urgent pour la sécurité de nos compatriotes. Le seul problème, c'est on peut pas couvrir les dérives. C'est qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait un travail d'analyse et de sanctions pour ceux qui ne font pas ce travail-là avec toute la. Moi, je regardais un reportage hier soir sur la BAC à la télévision, et je pense que les policiers en ont marre. En ont marre de ne plus pouvoir rentrer dans certains quartiers, de se faire agresser sans arrêt et insulter. Donc, à un moment donné, ils craquent. Non seulement ils craquent, mais ils essayent de se faire respecter. Quand il y a un délit de fuite, qu'ils tirent, mais c'est normal. Alors non, c'est pas normal. S'ils tirent, c'est parce que leur vie est mise en danger. Et donc, c'est très encadré, le tir. Le problème, c'est la formation au tir. C'est-à-dire qu'ils ne tirent qu'une fois par an. Donc quand vous tirez, là sur l'affaire de la passagère de 21 ans, il y a 9 balles qui ont été tirées dans l'intervalle. Donc chacun a déchargé. En fait, ils apprennent à décharger un chargeur, mais pas forcément à viser. Donc ça, c'est un vrai problème. Et évidemment qu'ils doivent se défendre. Et il y a trop de policiers qui sont pris pour cible et qui meurent chaque année dans l'exercice de leurs fonctions. Mais c'est la question, c'est pas l'exercer leur fonction dans des conditions normales. C'est-à-dire sortir le pistolet et tirer, c'est pas un réflexe. J'entends ce que vous dites. C'est pas souvent non plus. Et c'est rare. Oui, c'est pas rare. Si c'est fait, c'est que la situation est critique. À chaque fois, je comprends une micro-illustration qui ensuite va entacher l'ensemble d'une profession. Voilà. Le fait de dire que la police tue, c'est de prendre un micro-événement qui peut être dramatique et ensuite entacher la réputation. De la même manière, les violences policières, en fait, ne serait-ce que ce terme, on oublie que la façon dont on va expliquer la réalité, ça va d'une certaine manière colorer. Donc les violences policières, les policiers ont le monopole de la violence légitime. Ça ne veut pas dire qu'il y a que les violences policières ne parlent pas suffisamment des agressions envers les policiers. On montre toujours ce que l'on appelle la bavure. Mais les agressions envers les policiers, il y en a tous les jours. Et elles sont beaucoup plus nombreuses que les bavure entre guillemets. Et les femmes de policiers que nous avions reçues sur cette antenne, les femmes de policiers qui s'étaient regroupées en association, qui sont terrifiées quand leurs maris partent, les familles qui ne peuvent plus habiter le quartier où exerce le mari, c'est insupportable. Et pour revenir, c'est très important ce que vous avez dit, parce que comme je suis colonel réserviste dans la réserve citoyenne, on m'a fait tirer. Et donc, j'y suis allée. D'ailleurs, on a payé, j'ai payé les balles, etc. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est invraisemblable. Il y a une balle pratiquement par personne. Regardez l'état des commissariats aussi. Et donc, j'y suis allée d'abord. Alors, inutile de vous dire que c'est horriblement difficile, etc. Et que c'est vrai qu'ils ne sont pas entraînés. Et c'est vrai qu'ils doivent tirer pour tuer. On ne le sait pas, ça. Ils ne doivent tirer que s'ils sont en état de légitime défense ou si quelqu'un est vraiment agressé. Et s'ils tirent dans les jambes, ils vont immédiatement... ils sont jugés. Parce que s'ils ont tiré dans les jambes, c'est qu'ils ne se sentaient pas agressés, ils n'étaient pas en état de légitime défense. Non, mais la police française ne fait pas peur aux voyous et ne fait pas peur en général. J'ai quelqu'un qui me racontait en Espagne avoir été... il y avait un barrage de la Guardia Civile, ils sont cagoulés, ils ont les kalachnikovs à la main et
personne ne moufte. Vous allez, alors quelqu'un me dit c'est pas le Far West en France, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous avez un flic, une voiture qui vous arrête derrière, vous la ramenez pas. Moi j'avais une peur bleue. Non mais vous avez un ministre de la Justice mis en examen qui disait que la France n'est pas un coupe-gorge. Enfin, il y a un déni aussi de la part des autorités sur je dis l'ensauvagement parce que c'est vraiment ça moi qui m'inquiète, c'est le degré de violence. Le gamin qui a poignardé sa copine 14 ans. C'est incroyable de voir ça. Oui, mais c'est sur ce sujet-là. Non, cette violence-là, les policiers, ils ont affaire à ça. Oui, mais j'ai parlé moi avec un policier à la retraite qui m'a dit j'ai eu un cas d'un gamin de 14 ans qui avait assassiné sa copine. C'était il y a 30 ans. Ouais, alors peut-être la répétition, alors peut-être donc voilà, mais non, moi je pense qu'il y a une on est dans une société de plus en plus violente. Mais ce que je veux dire, c'est que pareil, on revient sur les faits divers qui sont justement ce flic m'a dit j'ai été invité par BFM pour m'exprimer là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur une gamine qui a été tuée par son petit copain? C'est un drame. Donc voilà, donc ils sont en boucle là-dessus. Bon, on va passer. On a beaucoup de sujets à traiter. Patricia, on commence avec la politique avec vous. Votre coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est la lecture du programme de Mélenchon. Ouais. On parle de Mélenchon, on parle de ce qu'il est. C'est un formidable tribun, mais derrière le formidable tribun se cachent des idées complètement folle et dangereuse. On disait d'ailleurs à l'époque de Jean-Marie Le Pen que c'était un formidable tribun et on sait ce qu'il y avait derrière Jean-Marie Le Pen. Pour moi aujourd'hui c'est pareil et je dis Mélenchon attention danger. Alors j'ai lu ce programme, pas dans sa totalité parce qu'il est très long, mais ce n'est pas un programme de gauche, c'est pas François Mitterrand ou Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme d'extrême gauche assez grave. Alors le programme fiscal, il met en place un impôt universel, c'est-à-dire que tous les Français qui sont partis travailler à l'étranger seront soumis à la fiscalité française. Ce que font les États-Unis. Pardon ? Ce que font les États-Unis. Oui, mais moi je parle de Mélenchon et de la France. Non, mais je vous dis, c'est pas une mesure d'extrême gauche. Ah si, c'est une mesure d'extrême gauche. C'est une mesure le fisc américain. C'est une mesure anti-libérale et contre les libertés de partir travailler à l'étranger. Je continue. Donc évidemment 60%, 65% pour les plus riches, parce qu'aujourd'hui le mot riche est une insulte et c'est le grand mot de Mélenchon. Et en fait on va faire fuir la richesse de ce pays, c'est-à-dire défaire le tissu économique. Je continue. Renforcement de l'impôt sur l'héritage. Ouvrez les guillemets. C'est Mélenchon qui parle. Plus une personne reçoit, plus elle sera taxée. Et je terminerai sur la laïcité. Donc, il propose d'interdire la présence aux cérémonies religieuses des ministres, préfets et des maires, de ne plus tenir des hommages rendus par la nation à une personne défunte dans un lieu de culte. Évidemment, il propose de refuser les financements publics pour la construction d'édifices religieux. Donc voilà, je vous ai donné le patrimoine artistique, tout petit extrait et je terminerai en disant qu'il veut supprimer le titre de chanoine de Latran, qui en fait est un titre symbolique, qui est un titre honorifique, qui n'a aucune dimension spirituelle. Une messe est célébrée chaque année le 13 décembre en la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, en l'honneur de la France. Et en fait, il veut supprimer l'idée des racines chrétiennes de la France. Et d'ailleurs, dans son discours, lorsqu'il a eu le titre de chanoine de Latran, Nicolas Sarkozy avait rappelé l'attachement aux racines chrétiennes de la France. Voilà, j'en ai terminé, mais je voulais que les auditeurs de Sud Radio entendent un extrait du programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous allez y revenir. Je vois que ça agite tout le monde. On va y revenir. On marque une petite pause de pub. Non. Avec vous sur Sud Radio. Je ne sais pas si le micro était ouvert. Non, il n'était pas ouvert. On parlait donc avec Patricia Balme du programme de la NUPS. Certains auditeurs disent vous tapez tous les jours sur Mélenchon. On tape aussi sur Macron. On tape sur tout le monde. Hein. Vous allez voir dans un instant, on ne va pas dire du bien d'Emmanuel Macron. Donc vous j'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Mélenchon, on tape sur un programme. Sur ce que je disais sur la taxation universelle, les États-Unis l'ont mis en place, donc c'est pas illibéral. Sur ensuite la taxation, évidemment.
évidemment qu'on n'aime pas les impôts sur l'héritage. Et sur l'héritage, le problème, c'est les inégalités. Et comment on arrive à essayer de rentrer dans cette petite devise, liberté, égalité, fraternité, et faire tenir la République, justement, en luttant contre les inégalités. Peut-être qu'il y a des inégalités qui seraient gommables d'une certaine façon, sans priver. Je veux dire, si vous avez 25 millions, on vous en prend 2, vous avez toujours 23 millions. Ça va, vous n'êtes pas pauvre. Donc il y a des questions qui se posent sur l'ultra-richesse. Je ne parle pas de la richesse accumulée de travail d'une vie, etc. Et moi, ça ne me choque pas. Parce que derrière, il y a une promesse républicaine qui n'est pas tenue. Parce que les inégalités explosent. Des très riches en matière d'héritage. Je vais parler de celui qui hérite d'une maison, d'une propriété agricole de famille, ou autre, qui ne peut pas payer l'impôt. Cet impôt que préconise... Exactement. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, malheureusement. C'est que là, on les essore, les héritiers. Et à ce moment-là, de toute façon, ils vendront le bien pour payer l'héritage. Donc, les riches sont assez, personne n'aura les moyens. Sophie, ça pose un problème de transmission familiale. Je veux dire, c'est tout l'éclatement de la société française. Voilà. Mais juste un point sur la question de l'héritage. En toile de fond, il y a quoi? C'est est-ce que le système qu'on connaît aujourd'hui, il va tenir ou pas? Quand vous interrogez des Français qui vous disent qu'on fait notre premier sujet, le système de santé va s'écrouler. Si aujourd'hui, demain, je veux soigner mes enfants, en fait, il faut que j'ai de l'argent de côté. Quand on se dit le système éducatif s'écroule. Demain, si je veux que mes enfants fassent des études, ça sera du privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on veut défendre soi et les siens parce que le système ne tiendra pas. On ne peut pas d'un côté dire aux gens, on va vous prendre votre argent de fruit d'un travail qui est là pour protéger les vôtres, et en même temps ne pas donner des garanties sur un système qu'on est capable de sauver. Et des personnes qui ont payé des impôts toute leur vie. Voilà, et c'est là où aujourd'hui il y a ceux qui se retrouvent pris en étau, et notamment les classes moyennes supérieures, qui vont bénéficier d'héritages, alors des héritages qui vont avoir plus vieux. C'est-à-dire que les héritages qu'on touchait avant à 30 ans, aujourd'hui on les touche à 50, 60 ans, ce qui pose un problème, parce que ce sont les plus jeunes générations qui ont 20 à 30 ans, qui ont de plus en plus de difficultés à s'insérer. Mais je crois que la question de l'héritage, elle peut se retourner contre Jean-Luc Mélenchon et contre la NUPES. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les plus soucieux d'avoir un héritage pour l'enfant, ce sont des classes moyennes supérieures, et qui se disent c'est le seul moyen de garantir. Mais il n'aime pas les classes moyennes supérieures, Mélenchon. Moyenne supérieure, qui c'est le seul moyen de garantir quelque chose pour mes enfants. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, et ça, qui est, je crois, un boomerang qui s'est retourné contre Emmanuel Macron. Au cœur du programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a un niveau de dépenses inédit, autour de 200 milliards supplémentaires. Sauf que tout le monde s'en moque. Pourquoi? Mais oui. Parce que comme Emmanuel Macron a promis le quoi qu'il en coûte, qu'on est aujourd'hui à 112 ou 113% de dette. 600 milliards de dette. Voilà. Bon, au fait, de se retrouver avec 200 milliards en plus ou au moins, on voit bien que le système n'a pas explosé. Donc le quoi qu'il en coûte, il s'est retourné contre Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est très dur de lutter contre quelqu'un qui vous promet 1500 € net. Qui continue. La retraite à 60 ans. Tout le monde est pour et personne ne voit que ça va s'écrouler. Quant à la laïcité, selon Mélenchon, quand il interdit la présence aux cérémonies religieuses des ministres et des préfets et des maires, mais c'est quoi? C'est pour avoir l'électorat musulman, de confession musulmane? Il l'a déjà. Je sais pas. Et les ministres ont le droit d'aller dans les lieux de culte musulmans sur la laïcité. Il y a d'autres sujets sur la laïcité. Moi, je pense que c'est pas ça qui préoccupe les Français. Non, franchement, le chanoine du Latran, etc. Ça va être sur les services publics, ça va être sur la santé, l'école. Et puis sur les 100 millions de hausses d'impôts, 30 taxes nouvelles, 150 milliards de dettes, c'est ça aussi le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais comme on le disait très justement, 100 milliards de hausses d'impôts. Oui, mais 100 milliards de hausses d'impôts, faut aussi. C'est pas ce que ça veut dire. Non. En fait, le SMIC à 1500, c'est intéressant. Le SMIC à 1500, c'est. Comment on le finance? J'entendais Alexis Corbière hier qui s'exprimait sur LCI et qui disait oui, il va y avoir des augmentations d'impôts. Et il citait immédiatement les 100 ou les 500 familles, il reprenait le concept des 500 familles qui se sont enrichies pendant la crise. Il disait ce sont ces 500 familles. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il donne le sentiment aux Français que les augmentations des impôts, ce sera pour les autres, ce sera pour ceux qui sont très riches. Je pense que là, c'est une erreur fondamentale. D'ailleurs, il y avait un espèce de comparateur qui a été mis en place pendant la présidentielle, et je crois que dès 4 000 €,
Oui, absolument. Absolument. Je crois, par foyer, il y avait une augmentation très forte des impôts. Absolument. Donc, le fait de dire les impôts, ce sont les autres qui vont les payer, c'est une chimère. Une augmentation, elle est payée in fine par tout le monde. Alors, je voudrais dire 2 mots là-dessus. 4 000 €, c'est le salaire moyen d'un chef d'entreprise en France. Il ne faut pas s'imaginer qu'il gagne une fortune, c'est le salaire moyen. L'autre chose, c'est très intéressant la hausse du SMIC, parce que tout le monde a envie du pouvoir d'achat et de cette hausse du SMIC. Il y a un phénomène qui est arrivé, j'ai d'ailleurs écrit un papier dans les Échos là-dessus, c'est que on a peur et on n'a pas les moyens de payer et d'augmenter ces salaires comme ça. Donc, que font les chefs d'entreprise ? Ils recrutent maintenant des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises. Ça fait un moment. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça a augmenté de 35%. Oui, mais ça explose. Mais la plupart des créations d'entreprises, c'est ça d'ailleurs. Quand Bruno Le Maire est très content de la création d'entreprises en France, c'est de l'ubérisation de la société. Et nous sommes en train, et ils sont mal couverts, ces salariés. On voit un petit artisan qui avait 7 salariés, il dit mais toi à ton compte. Bien sûr, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je vous en avais parlé. Ça fait longtemps. Oui, mais vous m'aviez quand vous aviez dit formidable, absolument formidable. Il y a de la création d'entreprises. Je dis c'est dramatique. Alors là, je voudrais répondre à ça. Ça a été Novelli qui, à un moment où il y avait beaucoup d'emplois, a incité les gens à se mettre à leur compte. Comme Raymond Barre qui disait les chômeurs ont qu'à créer leur entreprise. Je crée ma boîte. Au départ, ça a été une façon. Non, mais c'était une réponse à la fatalité du chômage. Mais évidemment. Mais ce n'est plus le cas. Ouais. Alors, lisez les programmes des candidats. Le meilleur programme, je suis désolée, c'était quand même Valérie Pécresse sur beaucoup de points. Bon, écoutez, c'est fini maintenant pour Valérie Pécresse. Non, c'est très intéressant. Ça n'est pas fini. C'est pas parce qu'elle a été pas bonne, pas élue, etc. Il y a un moment où il faudrait être un peu objectif. Je pense qu'il y a un moment où il faudra gouverner la France avec les bons points de chaque programme. Oui. Et que font ces gens qui là, ils sont aux abonnés absents. À part Rachida Dati qui était sur les plateaux de télé. Quand on voit le talent de Mélenchon, il faut le dire à nos auditeurs, c'est un communicant comme on n'a jamais vu. Une campagne de pub avec Élisez-moi Premier ministre sur toutes les affiches, c'est un coup de génie. C'est dramatique pour la France et c'est un coup de génie. Mais enfin, si on est dans cette situation, c'est aussi après 5 ans de Macron. Il faut aussi le dire comme ça. Et si la réponse médiatique de Macron est d'être sur un tarmac avec l'avion bleu, blanc, rouge derrière, on va laisser Alexis Poulain nous refaire un petit bout de son papier de ce matin. Donc, vous avez peut-être vu le président de la République hier. Ça m'a rappelé, j'étais un peu jeune, mais Trump ou même Pompidou, c'était un peu une autre époque où on parlait devant les avions. Oui, mais là, la mise en scène est très, très américaine. On a vraiment le pupitre au milieu de l'avion en arrière-plan. Et donc, hier, il a réclamé une majorité solide au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Rien ne serait pire que de nous perdre dans l'immobilisme. Oui, ça fait 5 ans que tu es là, mon bonhomme, comme dirait le blocage ou les postures, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation. Je veux rien dire. Moi, je voudrais j'en parlais ce matin. Ce qui est terrible, c'est que clairement, c'est de la com. On parlait de la com, mais là, il se met en scène en chef de guerre, puisqu'il part en Roumanie voir le contingent français, et puis il va peut-être aller en Ukraine selon certaines sources. Et donc, il est là. Il fait exactement ce qu'il a fait pour la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'il esquive la campagne et il va dire je suis au-dessus de tout ça. Vous savez, moi, je suis le président, je suis chef de guerre, et donc il nous refait le coup de nous sommes en guerre. Cette fois-ci, c'est pas sur le parking d'un supermarché, c'est devant un avion. Et qu'est-ce qu'il promet ? Rien. Il dit donnez-moi une majorité solide pour faire des trucs. Ensuite, pas une voix ne doit manquer à la République. Donc la République, c'est lui. C'est in fine ce qu'il dit. Et alors, pire encore, c'est que il dit aux Français qu'il va falloir travailler plus. Mais alors là, c'est pas comme Nicolas Sarkozy pour gagner plus. Non, c'est simplement pour donner à la France un avantage comparatif, un outil de production plus fort, un truc comme ça. Donc il ne promet rien et il s'en va dans son avion. On a l'impression qu'il fait comme ses candidats, c'est-à-dire qu'il évite le débat. Il veut surtout pas de débat, il veut surtout pas parler de son projet, parce que derrière le projet, c'est quoi ? C'est une cure d'austérité. Il n'aura pas le choix, donc il peut pas le dire. S'il dit ça, il va perdre. Enfin, pourquoi cette mise en scène ? Peut-être vous qui êtes Patricia, qui êtes la communicante, vous l'auriez conseillé de faire ça ? Alors, je ne sais pas ce que font les conseillers en communication à l'Élysée, mais il y a eu quand même des problèmes de communication. Le président sweatshirt avec la barbe au moment de la guerre d'Ukraine. Et maintenant, attends, Sophie, si vous permettez, je vais juste terminer. Et cette mise en scène américaine du président devant l'avion.
Ça, c'est sur la forme, et sur la forme, c'est une erreur. Bon, en plus, évidemment, tous les écolos ont brandi le spectre de l'avion qui était en route, avec les moteurs qui tournaient. Les moteurs qui tournent. Il y a une vague de canicule qui arrive. L'essence est à plus de 2 €, et lui, il fait cramer. Au-delà de ça, il y a le fond. Et le fond est le suivant. Pendant le Covid, souvenez-vous, le président Macron laissait Jean Castex ou Véran annoncer les mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, il est dans une période difficile avec un Mélenchon très fort et peut-être pas une majorité totale à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'en va, il revêt le costume présidentiel pour montrer qu'il est au-dessus de tout cela et des élections législatives, et il va laisser ses ministres faire le job et mettre ils n'ont pas pu ouvrir la bouche, les ministres, jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas le droit d'ouvrir. Ils n'ont pas pu ouvrir la bouche. Non, mais ce que je veux dire, c'est la posture du président qui a décidé de faire autre chose que de mettre ses doigts dans la gadoue législative. Voilà. Alors pourquoi on s'attache autant au fond? Pourquoi on s'attache autant au fond? C'est parce qu'au fait, aussi peu au fond, autant à la forme, c'est parce qu'en réalité, son discours, il est totalement vide. Et je crois que on a raté une chose, ils ont probablement raté une chose, c'est le gros retour des idéologies. Oui. On a, depuis l'élection d'avril 2022, un grand retour des idéologies. Il y a l'idéologie de gauche, incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Un autre monde est possible. On casse totalement la question de la rigueur budgétaire. On promet un monde écologique. On a de l'autre une promesse identitaire forte incarnée par Marine Le Pen et par Éric Zemmour. Donc, à nouveau, on a finalement rebattu les cartes. La mondialisation n'est pas une fatalité. De l'autre côté, on peut avoir un monde écologique. Donc on est vraiment sur des promesses hyper simples. Et vous oubliez le retour du libéralisme. Et au milieu, entre ces deux-là, on a un discours, j'ai envie de dire, techno, désincarné, oui, la première ministre aussi. Et dans lequel on ne voit pas une promesse individuelle pour des Français. Qu'est-ce que peut promettre Emmanuel Macron, lui qui était le candidat de la rupture en 2017, d'une transgression d'un livre de la Révolution? Il s'est retrouvé enfermé d'abord par l'exercice du pouvoir, qui, il faut le dire, enferme, parce qu'on est confronté aux réalités, mais aussi par son refus de proposer un programme pour 2022. Et aujourd'hui, il se retrouve démuni, obligé de promettre que la République, c'est lui, ce qui est en fait un discours qui est un repoussoir pour plein de gens, parce que c'est encore un discours du devoir, le discours de celui du camp qui incarne la raison. Et donc, il va se retrouver probablement, et c'est ça qui l'inquiète, avec une majorité qui sera relative, un discours qui est écrit à la va-vite, visiblement en 10 minutes, avant de rejoindre le tarmac, et donc il n'y a aucune capacité à embarquer les foules, sauf à faire parler de la forme, c'est-à-dire lui derrière un avion. Ça n'apporte rien aux Français, et je pense que ça peut encore créer... Ça permet d'éviter le débat, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler des vrais sujets, le pouvoir d'achat, l'essence à 2 €. Mais les autres le font, aujourd'hui le font. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il parle du pouvoir d'achat. Quand il dit 1 500 € mensuel net, on est pour, on est contre, mais exactement, et c'est pour ça qu'il est... On a l'impression qu'il se fiche totalement du réel. Il est dans un récit qu'il se crée, et il se raconte son histoire de président. Cette histoire, vous dites, vous aussi, en boucle, nous commentateurs et les journalistes, on boucle le pouvoir d'achat. Ce qui est important, ce qui est important, et les Français sont prêts à le comprendre, ils ne sont pas idiots, il y a 3,5 millions d'entrepreneurs, de boulangers, de tout. Ils savent, ils ont des notions d'économie, les autres pas. Je veux dire, il faut comprendre que le pouvoir d'achat, c'est produire, c'est qu'il y ait moins de frais de l'État, c'est avoir plus d'initiatives personnelles. C'est surtout finir ces fins de mois pour une grande partie des Français qui vivent avec 800 € par mois. Mais c'est le coût du travail. C'est ça le pouvoir d'achat. Non, mais juste, un travail qui permet de vivre, c'est bien ça le problème. Une remarque d'un auditeur, on a beaucoup d'auditeurs qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon et qui disent, n'oubliez pas qu'il y a des millions de Français qui ont voté pour lui. Mais on a oublié un truc, c'est que c'est Marine Le Pen qui est arrivée au second tour. C'est Marine Le Pen qui est arrivée au second tour et qui a rassemblé le plus de voix devant Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen ne fait pas une mauvaise campagne. Non, elle fait une campagne sur le terrain comme les LR. Paradoxalement, elle avait pris la foudre entre le premier et le second tour de la présidentielle avec l'ensemble d'un système, dit-elle, qui était contre elle. Elle a été mesurée. Et aujourd'hui, elle a fait profil bas. Elle a joué localement,
Elle a augmenté de 6 points son score par rapport à la législative de 2017. Elle est à peu près à 19%. Et elle va se retrouver avec un gros groupe parlementaire, probablement entre 30 et 40 députés. Oui. Alors, ce qui n'est rien par rapport... À ce qui n'est rien par rapport à sa dernière représentation. N'oublions pas qu'elle ne bénéficiait pas d'accord. Et n'oublions pas que c'est un système législatif qui va profiter soit à des accords qui ont été établis avant le premier tour, soit au bloc qui est au bloc central, qui va agréger l'une des deux forces. Donc, objectivement... C'est qui le bloc central? Aujourd'hui, c'est la République en marche qui est avec 25% au premier tour, risque d'avoir une majorité relative. N'oubliez pas aussi que Jean-Luc Mélenchon a très bien compris que le vote ouvrier lui avait échappé et qu'il est plutôt vers Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il part sur d'autres sujets. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne séduit pas les ouvriers. Non. Il séduit une partie de cette société française communautariste. Voilà. Et c'est ça, sa cible électorale. Les jeunes urbains aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un vote bourgeois. C'est étonnant de voir des jeunes dans des quartiers, des bobos, des jeunes qui ont des parents. On a des auditeurs populaires, des classes moyennes. C'est quand même étonnant qu'il y ait des petits bourgeois qui sont prêts à voir guillotiner leur chef d'entreprise de père. Qui a fait mai 68 Il y avait des ouvriers, mais il y avait aussi beaucoup de... Je réponds à Xavier, auditeur fidèle. Je n'ai pas parlé de Marine Le Pen aux législatives, j'ai parlé de la présidentielle, du nombre de voix de Marine Le Pen aux présidentielles. Elle est arrivée devant Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas... oui, largement devant. Largement devant. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Il nous reste assez peu de temps, mais quand même, l'actualité, ce sont également ces remontées qui ont été faites sur des tenues dites islamiques. Le ministre de l'Éducation s'est exprimé hier. Il a indiqué avoir lancé une collecte d'informations. Sur le port des signes religieux ostentatoires à l'école, un phénomène qui serait en très nette augmentation depuis plusieurs semaines. On a vu qu'il y avait des défis qui étaient lancés aussi sur Twitter, sur TikTok. J'échangerai avec les recteurs. Il y a eu 144 cas de remontée, mais 144 lycées, donc ça veut dire, et collèges. Donc ce ne sont pas 144 personnes, c'est-à-dire qu'il y a eu dans ces collèges et lycées des signalements, plusieurs signalements sur des jeunes qui viennent en camise, donc cet habit, cette longue djellaba. Oui, vous avez aussi signalé ce que fait la Croix-Rouge. Oui, absolument. Donc, mais c'est dans le lien, oui, parce que la Croix-Rouge, campagne. Hier, j'ai vu un débat lunaire sur CNews où l'animateur disait non, c'est une serviette qu'elle a sur la tête. Non, pas du tout. C'était un vrai foulard islamique. C'était un vrai foulard islamique. Alors, cela dit... Alors, attendez, Patricia avait commencé à parler. Ce que je voulais juste dire, c'est que le ministre de l'Éducation, et on connaît ses gènes idéologiques, ne se mouillera pas sur cette question. C'est pour ça que vous l'avez signalé, Valérie, il va regarder, observer, consulter avant de... Mais je veux dire, les faits sont là. Donc, c'est vraiment se cacher derrière un problème qu'on ne veut pas voir. Mais pourquoi on ne veut pas le voir en ce moment? Parce qu'on est en pleine campagne électorale des législatives, avec un Mélenchon, encore une fois, qui séduit le communautarisme en règle générale et qui n'est pas contre le voile. Et je vais donner l'exemple d'une personne qui est venue souvent ici, qui était candidate sur la circonscription du Maroc, Naïma M. Fadel. Naïma M. Fadel, LR, qui a été battue par un candidat Mélenchon, en tout cas qui arrive au second tour. Et qu'est-ce qu'on lui a dit au Maroc? On lui a dit la chose suivante: nous, on est pour Mélenchon, parce que Mélenchon, il aime les musulmans, il respecte les musulmans. Elle répond: oui, mais Mélenchon, ça va être le bordel en France. Mais justement, c'est ce que l'on veut. Donc voilà un exemple clair de l'électorat de Mélenchon, bien sûr. Mais voilà, c'est tout ce communautarisme qui vote Mélenchon. Oui, alors Mathieu. Alors effectivement, on constate, ça fait 10 jours, 15 jours que le journal L'Opinion alerte sur ce sujet. C'est lui qui a fait un premier article, avant qu'il y en ait d'autres, notamment dans le Figaro, avec le camis pour les hommes, cette djellaba longue, et ce qu'on appelle l'abaya, je crois, une tenue très longue aussi, qui couvre tout, sauf le visage, les mains et les pieds. Qui est plutôt pour les hommes. Enfin, qui est plutôt pour les femmes. Abaya plutôt pour les femmes, l'abaya, mais le camis et pour les hommes. plutôt pour les hommes. Et en fait, il y a en toile de fond quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est que ce sont des gamins qui ont entre 15, 10, 12, 15, 18, 20.
On ne pourra jamais gagner contre l'islamisme radical, si on s'en tient à une laïcité qui est un espèce de ventre mou. Ces gamins-là, ou ces jeunes filles, quand elles se voilent, quand elles portent le camis, quand elles portent la baya, elles se dotent soudain d'une identité politique. Une identité politique, une identité tout court. Elles sont regardées, adorées, rejetées. Elles existent enfin. Et je pense que si on veut en finir avec ces tentatives communautaristes, il faut se dire comment la France peut être à nouveau une expérience, peut-être à nouveau une identité pour ces jeunes gamins et pour ces jeunes filles. Sinon, on tournera encore toujours sur les mêmes sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je pense à quelque chose, c'est que je pense qu'il faut créer une citoyenneté d'engagement. Ça veut dire que tous les gamins entre 15 ans et 20 ans donnent une partie de leur temps pour la France, rencontrent des gens qui ne sont pas de leur environnement. Oui, je pense qu'il faut le généraliser. Et je pense que au-delà de ça, il faut être très ferme, c'est-à-dire très ferme à l'école, parce que ce sont des tentatives de déstabilisation. Bien sûr. Qui probablement sont aussi un petit peu fomentés et ne sont pas aussi instantanés, qu'on voudrait le croire, mais il faut se poser la question comment la France peut être à nouveau une expérience, une promesse pour chacun et pour chacune. Quitte à ce que le service militaire. Le service civil, il faut trouver quelque chose. Alexis, j'ai une autre solution, et ça fait un camoulox, puisqu'on lit changement climatique et habillement, un plan Djellaba 2030 avec la canicule qui vient maintenant très tôt. Je pense que la Djellaba est super bien adaptée et tous les Français devraient se doter d'une Djellaba. Je pense qu'on vivrait mieux qu'en costard cravate. Je sais de quoi je parle, il fait très chaud. Plus sérieusement, c'est très sérieux. Je voudrais vous dire une chose. Moi, je crois à 40 degrés. Non, attendez. Moi, je crois au parallélisme des formes et en matière de politique également. Je vais vous donner un exemple. Une femme va dans un pays musulman. Elle va sur une plage. Elle ne se mettra jamais en topless, qui veut dire seins nus. Et elle ne le fera pas. Attendez, Sophie. On ne doit pas le faire parce qu'on doit respecter les coutumes et la culture d'un pays. Eh bien, je demande la même chose en France. Moi, une femme en burkini, dans une piscine ou sur une plage, ce n'est pas ma culture. Donc, on respecte ma culture. C'est tout ce que je demande. Ce que l'on ne ferait pas, nous, les femmes, dans un pays musulman, je demande que les femmes musulmanes, ne le fassent pas chez nous. Patricia, je pense que vous avez raison et que la plus mauvaise réponse a été donnée à Lyon, où on a eu le culot de dire oui, elles ont le droit au burkini, mais en revanche, les femmes, vous pouvez être seins nus. Je trouve ça scandaleux. Parce que, nous, on respecte la culture dans les pays musulmans quand on y va. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y ait pas une fermeté de la part des chefs d'établissement. Par exemple, tu retournes. C'est un débat. Le premier débat. Non. Rappelez-vous, le premier débat sur le voile, c'était quand? C'était quoi? 98, quelque chose comme ça, début des années 2000, où on a déjà ce débat-là. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien. Alors aussi, maintenant, c'est pas le voile qui arrive, c'est le camis, la baya, etc. Mais c'est le même débat, 20 ans après. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Davantage de délitement du lien social, davantage de quartiers où la police ne peut plus rentrer, davantage d'affirmation identitaire. De notre culture. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'affirmation. Regardez que ce soit droite, gauche, les présidents qui se sont alignés à la tête de l'État n'ont fait rien. Voilé en disant c'est formidable. Mais il était en campagne. Il était en campagne. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais ce que disait Elisabeth Lévy, je vous conseille d'aller la réécouter, c'est que c'est aussi une offensive de l'islam politique. C'est-à-dire que ces jeunes dans les écoles connaissent la loi de 1905, connaissent les arguments. Donc c'est là-dessus, c'est pas un simple bout de tissu. Qui a investi dans les banlieues avant l'État français? C'était des associations proches des frères musulmans, c'était aussi toute la branche wokisme des États-Unis qui investissait sur les filières d'excellence, etc. Donc on a fait monter de toute façon de l'intérieur cette idée que la France n'existe pas. Politique qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans, et le clip de campagne que j'ai vu l'autre soir, c'était une femme avec un foulard en France. Voilà. Et puis c'est fini. Pour l'enseignement privé. C'est fini. À domicile. Oui, justement, parce que l'enseignement privé, il y avait d'énormes dérives. Il y avait des dérives religieuses, justement. Mais on y reviendra, Sophie. On y reviendra. Allez, c'est fini. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.